c'est de la tristesse. La tristesse bien identifiée quand on pense à la situation des océans, quand on pense à tout ce que les humains font et qui perturbent des cycles de vie, des équilibres qui sont millénaires. On se sent un peu chiffonné à l'intérieur et c'est une vraie tristesse parfois. Il y a la colère, on en a parlé aussi dans les ateliers d'immersion. La colère, à chaque fois qu'on voit qu'un nouveau projet néfaste pour l'environnement, projet d'extraction de richesse par exemple, est entrepris sur le globe, un peu comme si de rien n'était. Et puis, la peur. Vous en avez sans doute parlé aussi ce matin. C'est vrai que dans les peurs, on peut citer celle de se retrouver chacun, chacune. Je pense que c'est important de s'en parler. Un peu démunis, plus protégés par un État, et de se retrouver soi-même, voilà, démunis, soi-même, ses proches, sa famille, ses peurs qui parfois nous traversent. Et il y a une autre peur qui nous traverse, c'est plus sociale parfois. Toutes les idées d'effondrement dans nos têtes, ça va avec le chaos, le tous contre tous, etc. Enfin, voilà, des émotions qui parfois nous traversent et qui peuvent être tout à fait négatives. Et je voudrais en ajouter une autre émotion, un ressenti, qui est l'agacement. On peut ressentir de l'agacement quand on voit, par exemple, certaines publicités, ces temps-ci, sur les économies d'énergie qui sont transmises sur des écrans LED géants qui fonctionnent quasi jour et nuit. C'est quand même un petit peu agaçant. Agacement aussi devant des messages parfois contradictoires qui nous sont donnés, y compris des messages de nos pouvoirs publics, à savoir, par exemple, en ce moment, on se prépare quand même à des coupures d'électricité cet hiver, et en même temps, on est invité massivement à investir dans des appareils électriques, des voitures électriques, donc ça peut aussi poser question. Voitures électriques dont on sait d'ailleurs qu'est-ce que ça nous rend dépendants d'autres pays, évidemment, pour les produire, etc., recycler les batteries, enfin, agacement aussi, mélangé. Je ne sais pas si vous, pour ceux qui sont venus en train ce matin, dernièrement, la SNCF fait toujours un petit message quand on arrive en gare et nous remercie d'avoir choisi le mode de transport le plus écologique pour notre déplacement. Alors, c'est vrai qu'on ne s'y attend pas, je trouve, un message comme ça, et quand on entend ça, on dit, bah oui, tiens, c'est vrai, le train, c'est peut-être le plus écologique, et en même temps, dans sa tête, on ne peut pas s'empêcher de penser aux centrales nucléaires, à toute la question du retraitement des déchets nucléaires, etc. Bon, et puis plus globalement, je ne sais pas vous, mais cette idée qu'on pourra toujours produire plus, verdir tout ça, on ne change rien, on verdit tout, et continuer de croître, alors qu'on a appris cette année qu'on a dépassé une 6e des 9 limites planétaires. Je ne sais pas vous, mais on y croit plus trop. Et alors finalement, des fois, tout se mélange. Des fois, on ressent des trucs avec cette histoire avec cette transition écologique et solidaire. Tout se mélange, c'est confus, voire contradictoire, et on ne sait plus bien quoi en penser. Par exemple, la flambée des prix de l'énergie. C'est vrai que c'est de la colère qu'on peut ressentir, parce qu'une fois de plus, c'est toujours les personnes les plus vulnérables qui sont touchées en premier par cette crise énergétique. Et en même temps, on est un peu satisfait quand même que ça mette en avant notre dépendance aux énergies fossiles et l'absurdité de notre boulimie de consommation d'énergie en général. Donc, c'est très mélangé sur ce sujet. Et alors, j'ai un autre exemple dernièrement où on ne sait pas trop quoi penser de ça. Je ne sais pas si vous avez vu passer le rapport de l'association qui s'appelle Carbone 4, qui s'appelle 4SAVA, pouvoir et responsabilité des individus, des États, des entreprises. En fait, ils ont essayé de voir l'impact de gestes individuels, disons l'impact de tout que nous, individus, foyers, on peut faire par rapport à l'impact de ce que les structures collectives peuvent faire, donc les services publics, les entreprises notamment. Et alors, on comprend en fait dans ce rapport que si on était tous un peu à fond sur les gestes individuels, là, les fameux éco-gestes, toutes ces invitations à changer nos comportements, eh bien, ça représenterait seulement 20 à 25% de l'effort global qu'il nous faut faire pour diviser par 5 nos émissions de carbone. Ça veut dire que 60% de l'effort à faire vient d'une impulsion politique, d'une impulsion collective, que ce soit dans l'industrie, le fret, l'agriculture, etc. Alors, quand on lit ça,
on est un peu content de voir que toutes les découvertes dont on ressasse sans arrêt l'utilité, finalement, ça montre que même si c'est indispensable, c'est un petit bout du problème. Et que du coup, c'est plus sur les structures collectives qu'il nous faut agir. Et alors, en même temps, si on pense aux structures collectives, on ne sait pas bien si ça ne nous déprime pas complètement de se dire, mais en fait, on ne sait pas si on va y arriver à ces 60%. Donc, si on passe de 11 tonnes à 2 tonnes à peu près. En fait, je vous invite à lire ce rapport. Si vous ne l'avez pas fait, c'est vraiment très intéressant. Donc, des émotions, des sentiments, des analyses qui se mélangent. Et alors, au cours de nuit, on voit qu'il y a des comportements très différents. Il y a des gens aujourd'hui, je ne sais pas si ça vous parle, qui disent de toute façon, on n'y arrivera pas. L'humain n'est pas assez raisonnable. On ne pourra pas inverser sur les choses. Bon. Et moi, ça me rappelle, je ne sais pas si vous avez lu l'essai de Corinne Morel-Darnay, qui nous dit « Mieux vaut couler en beauté que flotter sans grâce ». Voilà. Donc, on ne sait pas trop si c'est rassurant ou pas, en fait, cette histoire-là, mais enfin, c'est intéressant. Alors, il y a ceux qui ne veulent ni couler ni flotter, et qui, il faut se dire quand même, pensent à aller sur une autre planète. Hein. On en est là aujourd'hui. Ils ne sont pas très nombreux. Il y en a d'autres qui sont plus nombreux, qui se disent que bon, notre planète, ça va pas le faire, en tout cas pas à courte échéance, et qu'il vaut mieux se préparer à l'effondrement, puisqu'on parle beaucoup d'effondrement, avec des modes de vie plutôt autosuffisants, des coachings survivalistes, etc. Enfin voilà, des choses pour mettre les chances de notre côté. Il y a toujours le discours aussi très répandu que la science, à un moment donné, va nous sauver. Hein, c'est un peu comme, bon là c'est un peu une blague et tout ça, mais paf, on va trouver quelque chose d'un peu magique qui va nous sauver. Et c'est vrai que dans tout ça, parfois on se dit, alors, et moi je fais quoi? Et nous, on fait quoi? Nous, les sciences sociaux, qu'est-ce qu'on fait à l'avenir sur tout ça? Est-ce que, c'est une blague de mon collègue Hugo, est-ce que dans les prochaines années, notre projet fédéral va devenir le pouvoir de survivre? Non, mais sur le pouvoir d'agir, est-ce que le pouvoir de survivre? Pas sûr que ça soit vraiment motivant, mais enfin, voilà, on verra ce que ça veut. Bon, alors face à tout ça, j'ai quand même eu envie de trouver des lueurs d'espoir. La première lueur d'espoir, elle est venue de Catherine Larère, qui a écrit un livre. Bonjour Catherine, qui est avec nous aujourd'hui, qui est notre compagne de route pour la journée. Merci beaucoup à vous. Catherine, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Le pire n'est pas certain ». Et dans le contexte actuel, un titre comme ça, forcément, on a envie d'aller regarder « Ah ok, le pire n'est pas certain ». Donc ça, c'est formidable. Et donc, vous nous expliquez, alors vous ne dites pas le meilleur est devant nous, hein, ça vous d'accord. Mais du coup, vous nous expliquez qu'il y a des choses qu'on peut inventer pour faire face et des analyses et un discernement à avoir dans ce contexte où tout se mélange un petit peu. Une autre lueur d'espoir, j'ai découvert récemment le livre de Rutger Bregman qui s'appelle Humanité. Et en fait, il a regardé comment l'humain réagit dans des contextes extrêmes. Et en fait, dans ces situations, il nous montre que l'humain est capable de déployer des trésors d'inventivité. Il est incroyablement doué pour l'action et la coopération. Il nous montre que l'humain, dos au mur, c'est pas l'émeute, c'est pas le vol, c'est pas toutes les images d'effondrement qu'on peut avoir en tête. L'humain, dos au mur, c'est la coopération et l'inventivité et même l'humour. D'ailleurs, dans Sapiens, c'est Yuval Noah Harari, il nous montrait très bien que si on est tous là aujourd'hui, là nous tous Sapiens, c'est parce qu'on est une espèce d'homo qui a su coopérer à grande échelle, contrairement à d'autres espèces d'homo qui ont été présentes sur la planète à des moments. Voilà. Ce qui explique qu'on soit toujours là, c'est que nous soyons capables de coopération. Et pour revenir à Bregman, il nous dit l'homme n'est pas toujours bon. Ça serait trop beau. Évidemment, le mal est puissant, mais il nous dit le bien est beaucoup plus répandu. Donc, une fois qu'on peut s'appuyer sur ces lueurs-là, et on en verra d'autres dans cette plénière, pour se dire que le meilleur rempart contre la peur, ou contre le mélange des émotions qui parfois
nous perturbe, c'est l'action et la coopération. Dans la complexité que nous vivons, nous savons bien, nous, les sciences sociaux, que nous n'avons pas la solution. Par contre, nous savons que nous avons des choses à faire. Alors, agissons selon nos valeurs, selon nos intuitions, avec l'enthousiasme et la persévérance qui est fortement répandue dans ce réseau et qui nous porte tous dans ce que nous faisons chaque jour, même si parfois c'est dur ou parfois c'est usant. Déjà, le social, ce n'est pas toujours évident, le social, le socio-culturel, et là, il va falloir aussi, évidemment, regarder l'écologie. Donc, on a envie, on se souhaite la bienvenue dans le monde du socio-culturello-écologique. Voilà, ça va encore être simple, cette histoire-là. Voilà, et donc c'est avec joie que nous allons démarrer cette première, avec la joie d'être au mur avec des personnes comme les membres de ce réseau, avec cette envie d'agir que nous avons toutes et tous, et cette vision aussi de la dignité humaine que nous portons dans nos valeurs et qui rappelle cet humanisme de Bregman qui nous décrit. C'est avec cet humanisme que je vous invite à démarrer ce colloque et avec la conviction que nous avons un rôle à jouer et que nous avons une chance, c'est celle de pouvoir compter sur la force de notre réseau pour agir. Voilà, bon colloque à toutes et tous. Et puis, j'invite tout de suite Luc Roussel, avec qui je vais avoir le plaisir d'animer cette première. Luc est délégué à la Fédération du Nord-Pas-de-Calais et va nous présenter un petit peu plus le contenu, le déroulement du colloque. Merci Isabelle pour cette introduction qui pose de toutes les choses, qui campe les choses. Alors, Catherine de fait, je vais commencer à vous présenter. Vous avez la quelques 6 heures, donc je vous invite à venir vous installer. Donc, Catherine est philosophe, professeure de philosophie émérite à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Et puis, nous rejoint aussi en visio de ces montagnes, de Grenoble. On mettra l'image après. Super. On mettra l'image après. Donc, Stéphane Labranche est chercheur indépendant, climatologue. Alors, il se présente parfois comme sociologue du climat ou climatologue du changement. Voilà, il y a des jeux de mots déjà dans sa présentation. De fait, après, voilà, avoir campé le paysage, vous redire un peu le sens, un peu comment collectivement on a conçu ces 2 jours. D'abord de dire, oui, cette première journée, on ne pas de côté. On se met à l'écoute de la société, de ce qui se joue dans le monde et dans la société aujourd'hui. On regarde aussi ceux qui sont déjà en marche, nos alliés, enfin, des alliés potentiels qui sont déjà en marche. Et puis, ce soir, on se met en mode créativité en disant comment on passe de l'angoisse, de la colère, de l'engagement à l'énergie positive, à la créativité et à l'action. Et puis, demain, on va plus regarder le filet des centres pour se dire, et aujourd'hui, et demain, comment on y va dans nos pratiques, comment on rêve, comment on invente le temps social non pas d'après-demain, parce que ça arrive très très vite, c'est déjà aujourd'hui, mais de ces prochains jours, de ces prochaines années. Pour ensuite clôturer demain en fin d'après-midi avec une plénière pour poser quelques éléments en repère avec la CSF et puis avec les partenaires sur les prochaines étapes, les prochains pas. Voilà pour le déroulé de ces 2 jours, qui est très riche. Alors, et pour et puis, pour travailler durant ces 2 jours, voilà, on est réunis, on est 170 inscrits, donc c'est super, malgré la grève des contrôleurs, la grève des métros, le Covid, les virus et tout, donc ça c'est génial. Déjà, pour pouvoir se repérer, enfin, pour nous-mêmes et pour les partenaires présents, on peut se repérer déjà qui parmi nous est bénévole, déjà dans le réseau des centres sociaux, qu'on puisse lever la main, ceux qui sont bénévoles, militants dans le réseau des centres sociaux. Bienvenue à vous, on peut vous applaudir. Voilà. Voilà. Qui parmi nous est professionnel dans le réseau des centres sociaux et par ailleurs aussi militant. Bravo à vous. Voilà. Alors voilà, le réseau des centres, c'est une travail associé entre salariés en appui à des bénévoles, des militants. Et puis on a des partenaires, des compagnons de route, des alliés d'aujourd'hui et demain, qui sont présents avec nous durant ces 2 jours. Vous puissiez aussi lever la main, qu'on puisse vous repérer.
Et quelques partenaires, alors oui, la grosse majorité arrive cet après-midi. Bienvenue à vous. Voilà. On puisse aussi se repérer, enfin, lorsqu'on a construit le colloque, l'enjeu c'est aussi de faire réseau à l'échelle nationale avec l'ensemble des fédérations unies. On peut se repérer sur nos origines. Qui parmi nous, on va dire, Grand Nord, Grand Est, Normandie. Levez la main. Ah, c'est le nord de la Seine et bravo à vous, bienvenue. Et puis, qui parmi nous serait, allez, Île-de-France, Centre-Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté, on se repère. Voilà, bienvenue à vous. Et puis, qui parmi nous serait, on va dire, le Grand Ouest, Bretagne, Pays de la Loire, de l'Aquitaine jusqu'à la Méditerranée, on va dire, jusqu'à la Méditerranée. Voilà, le Grand Ouest et Sud-Ouest. Voilà. Bienvenue à vous. Et puis, on va terminer par Rhône-Alpes, Auvergne, PACA. Et voilà. Oh, aussi en force, les gens du Sud-Est. Eh bien, bienvenue à chacun et à chacune. Alors, de fait, effectivement, aussi, cette plénière sera interactive à la fois, donc, d'abord des interventions de Catherine Arnel et de Stéphane Lagrange, et puis ensuite la possibilité d'échanger avec les intervenants. Donc, deux modalités, on verra ce que le temps qui reste. Donc, à la fois, donc, rappeler par SMS. Donc, n'hésitez pas à réagir, poser une réaction, une émotion, un questionnement voilà, par SMS. Et puis, on cherchera à terminer à 12h25 pétantes pour ensuite aller prendre le repas. Isabelle. On y va. Alors, on va démarrer avec vous, Catherine Larrey. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment on est au clair sur les mots qu'on emploie. On parle développement durable, ODD, transition, l'agenda 2030, l'urgence climatique, anthropocène. Récemment, bifurcation. On est un petit peu perdu parfois dans tous ces mots. Alors, de quoi parle-t-on? Alors, bon, rapidement, mais simplement par rapport à ce que vous avez dit en présentant mon livre, merci. Le pire n'est pas certain, ça ne veut pas dire qu'il est certain que le pire ne sera pas. Ça veut dire qu'on ne peut pas se régler sur la certitude du pire. Or, on a besoin de se régler sur des objectifs. Et donc, ça ne part pas de tout dans l'extrême progrès, ça part d'une étude de la situation dans la diversité civilisationnelle. C'est surtout ça l'idée. Alors, voilà. Pour les mots que vous venez de prononcer, ben, si on suit depuis la création du ministère de l'Environnement en 1971 en France, on voit que les choses ont changé, c'est-à-dire qu'on se réadapte finalement pas tellement à la situation, mais au diagnostic sur la situation, puisqu'on passe de 1971 du ministère de l'Environnement. Dans les années 2000, on voit arriver le ministère de l'écologie qui prend la place de l'environnement et du développement durable. Et puis, 2017, voilà qu'arrive le ministère de la transition écologique et solidaire. Ça, c'était du temps de Nicolas Hulot. Quand Nicolas Hulot s'en va, la solidarité s'en va aussi un peu. Elle est surtout ailleurs. Bon. Et puis, en 2022, là, on a deux ministères. On a un ministère de la transition écologique et un ministère des transitions énergétiques. Alors, je crois que cette simple présentation montre la pertinence de votre question. Pourquoi on dit environnement, écologie, développement durable, transition écologique et transition énergétique? Et donc, la diapositive suivante, s'il vous plaît. Bon, on part, la situation dans laquelle on se trouve, c'est que c'est une question globale. L'environnement, c'est aussi des questions locales, mais ça se pose globalement, changement climatique, une grosse mobilisation des scientifiques, on peut dire qu'ils lancent le mouvement. Et puis, il y a aussi les instances internationales, et pas seulement la diapositive, et pas seulement. Donc, j'ai retracé très rapidement le déroulement historique qui permet de voir arriver les termes qui qualifie les ministères. Pourquoi le ministère s'appelle plus le ministère de l'Environnement? Alors, ça commence effectivement. Bon, l'appel de Menton, c'est l'ONU qui réunit à Menton, donc en France, un nombre important de scientifiques, et ces scientifiques vont lancer un appel
qui va être publié en courrier de l'UNESCO, c'est-à-dire dans quantité de langues, hein, alertant sur la situation. C'est la première alerte des scientifiques et il va y en avoir sans arrêt. C'est un peu le modèle des alertes qui sont la situation est très mauvaise, mais si on se met tous ensemble, si on oublie un peu nos conflits et qu'on regarde les besoins qu'on utilise, eh bien, on s'en sortira. Donc, ça veut dire qu'ils ont raison, c'est le modèle de la planète scientifique. La deuxième chose, un certain nombre de gens vont vous dire tout a été dit là. Non, tout n'a pas été dit là. C'est un point important parce que c'est là la mobilisation des grands capitaines d'industrie, un certain nombre de capitaines d'industrie, fonctionnaires internationaux, responsables internationaux, donc ce club de Rome qui commande un rapport à des universitaires du MIT, du Massachusetts Institute of Technology, et qui vont faire ce rapport, fameux rapport Meadows en 1972, qui là aussi dit, bon, si on ne fait rien, ça va se terminer très mal, mais il y a des variables sur lesquelles agir, la production, les ressources, etc. De là, il va y avoir tout un débat entre, je dirais, théoriciens des systèmes, de l'ensemble de la situation et économistes, qui va se faire là aussi sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, puisqu'elle lance en 1972 le programme des Nations Unies sur l'environnement, qui va faire tous les sommets de la Terre. Hein. Le premier, c'est en 1972 à Stockholm, et puis dans les connus, il y a 1990, 12 Rio, où il y en a très régulièrement, et de Rio, il va y avoir toutes les COP, hein, les conférences des parties qui se réunissent, soit sur le climat, soit sur la biodiversité. Donc, une prise en charge collective au niveau d'une rencontre des scientifiques et des politiques, au niveau global. Il y a vos suivants, s'il vous plaît. Donc, vous pouvez passer. Voilà. Et c'est de ces discussions qu'il y a entre économistes, entre techniciens, où on va avoir arrivé toute une série d'arguments qui reviendront, d'où vous avez plutôt parlé des peurs que des espoirs, faux espoirs. Et ce qui nous est sans arrêt dit, c'est qu'avec pas mal d'innovations technologiques et reprise par le marché, on s'en tirera. C'est à ce moment-là hein, qu'on fait ce genre de choses. Et donc, c'est là que va intervenir, elle existe avant l'expression de développement durable, mais l'idée qu'on peut justement orienter un développement de façon à ne pas se couper l'herbe sous le pied ou scier la branche d'arbre sur laquelle on est assis. Et je vous ai mis les deux définitions du développement durable. Donc, en 87, le rapport de l'ONU, la déclaration de Rio, hein, satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement et l'environnement d'une nation présente et future. Donc, vous voyez cette extension dans le temps, ce rapport aux trois piliers qui vont être distingués. Environnemental, le développement durable, c'est lié l'environnement, l'économie et le social. Un environnement viable, efficace et soutenable. Alors, officiellement, on n'est pas sorti du développement durable, puisque juste avant la COP21, hein, celle qui va, la réunion sur le climat qui est en juillet, qui va donner les accords de Paris, l'ONU publie hein, un agenda pour les 15 années à venir, qu'on désigne généralement sous le nom objectif de développement durable. Donc, théoriquement, au niveau global, institutionnel, mais aussi des ONG, on est toujours dans le développement durable. Cependant, diapo suivante s'il vous plaît, cependant, avant même la COP, avant même le sommet de la Terre à Rio, création du GIEC, hein, du groupe intergouvernemental d'experts du climat, donc d'experts scientifiques qui font un état de la question et qui vont rendre leur premier rapport en 90, où ils vont dire oui, il y a un changement climatique en route, oui, il est essentiellement d'origine anthropogénique, humaine, et ça va être précisé, les certitudes vont se renforcer. Et
c'est à ce moment-là, donc, que Arrio ait pris la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, donc le texte global à partir desquels les COP se réunissent. Donc il y a quelque chose de nouveau, diapo suivante s'il vous plaît. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer, c'est pour ça qu'on va lancer le mot d'anthropocène. L'idée, nous entrons dans une nouvelle ère. Alors, c'est très discuté, on va dire, mais l'anthropocène, c'est parler de tous les humains, en fait c'est plutôt le capitalisme qui mène à ça, mais il y a beaucoup d'anthropocène. Qu'on parle de l'un ou de l'autre, dire au début des années 2000, nous entrons dans une nouvelle époque, celle justement où on va calculer ses limites, voir si on les dépasse ou pas, c'est deux idées nouvelles par rapport à ce qui était dit dans le développement durable et ce qu'on disait jusque-là sur les questions écologiques. C'est pas seulement une crise, parce qu'une crise, c'est peut-être pas une crise personnelle, une crise économique, une crise politique, ça va vers une solution. Il y a une fin. Dire on est dans l'anthropocène, on est dans une ère nouvelle, c'est dire la fin, elle n'est pas en vue. Hein, la solution du problème, on n'est pas en vue. Et donc, c'est là que va intervenir le mot transition. Il ne s'agit pas simplement développement durable. Si je peux résumer un peu méchamment, je dirais c'est polluer moins pour polluer plus longtemps. La transition dit non, il faut changer de système. Hein. Donc, il ne s'agit pas de faire en sorte que le présent dure. Il s'agit de trouver un système nouveau. Alors, le problème, c'est que le terme de transition, bon, c'est un mot assez mou. Hein. Vous venez peut-être quand on vous a appris à faire des dissertes. Pour chaque partie, il faut une transition, mais on vous a quand même dit que c'était les parties qui étaient importantes. Transition, bon, donc c'est un mot assez mou. En plus, c'est un mot dont autant j'ai pu vous dire, vous voyez, ça, là, on commence à parler officiellement de développement durable. Pour transition, c'est beaucoup plus vague. Et il y a deux références. Et bon, vous allez voir, elles sont intéressantes. L'une, c'est Robert Kitts, qui est un militant, un activiste, et qui, autour de 2006, lance, et en particulier à Tonders en Angleterre, le mouvement des villes en transition, c'est-à-dire des villes qui se prennent en charge. Comment on fera quand on n'aura plus de pétrole? Donc on ne pourra plus en avoir. Comment on fait socialement une transition, disons, énergétique. Et l'autre origine, qui est toute différente, c'est le président Jimmy Carter, le américain, à la fin des années 70, c'est le moment. Je ne dis pas souvenez-vous parce que certainement, sans doute un certain nombre d'entre vous n'étaient pas nés encore à l'époque, mais crise pétrolière, et plutôt que de parler de crise énergétique, Jimmy Carter préfère dire on est en transition énergétique. Ça fait, c'est moins ambitieux, c'est moins anxiogène, et c'est très gestionnaire. Donc on a à la fois pour la transition une référence militante d'organisation de base, et une référence gestionnaire technocratique. La diapositive, s'il vous plaît. Donc, quand on parle de transition, alors, oui, on a été déçus par le développement durable, on s'est mis à parler de transition. On est en train d'être déçus par la transition, donc on va essayer de parler de quelque chose d'un peu plus fort, de bifurcation. Mais quoi? Alors, c'est là que si vous voulez, c'est intéressant de voir que maintenant on a deux ministères, hein, un ministère de la transition écologique et un ministère de la transition énergétique. C'est pas franchement étonnant parce que si on regarde ce qui se passe depuis, même avant l'eau, hein, depuis donc 2015, donc Hollande, la présidente Hollande, on se rend compte qu'en fait tout l'accent a été mis sur la transition énergétique. Et que cet accent, c'est toujours l'idée finalement qu'il y avait dans beaucoup de développement durable, qui est avec pas mal de techniques et un marché qui se fonctionne bien, on va s'en tirer si on dirige ça un peu. Hein. Vous voyez la définition de la transition énergétique donnée au moment de la loi de 2015, ben, les ministres actuels pourraient la reprendre. Hein, et on voit à quel point elle est gestionnée. Donc, dernière diapo, et je termine. Donc, je dirais, il
il y a deux pôles dans la transition écologique ou énergétique. Il y a ce qui est mis en avant, hein, et ce qui souvent, si vous écoutez les discours officiels, qui sort, hein, une sorte de fuite en avant qui mise sur la technologie, sur la technocratie et sur le capitalisme de marché, c'est bon, les voitures électriques, c'est l'énergie nucléaire, hein, on va faire de plus, et puis c'est une chose qu'on appelle planification, je sais pas trop ce que c'est, bon. Et puis le problème, c'est que ça, à opposer à ça, ben, finalement, c'est souvent, alors, il y a une tribune de Delphine Bateau dans Le Monde aujourd'hui qui dit qu'il faut parler de décroissance. C'est évident, c'est très discuté, et par là arrivent tous ces suggestions et qui tournent autour de l'effondrement, qui sont, ben, on va se replier en petites unités, en petites unités autosuffisantes, ce qui est, ne serait-ce qu'avec la population actuelle, à peu près, on va pas. C'est là que la conception d'effondrement est commode, parce que oui, il y a la moitié de la population qui va mourir. Bon, à ce moment-là, effectivement, on peut envisager que ceux qui restent, on pourrait organiser. Et ça me paraît un peu difficile à envisager. Donc, là, je ferai la dernière diapo. Bon, je crois simplement, hein, je reprends je crois qu'au pôle gestionnaire, et vous êtes là, à mon avis, pour ça, il faut opposer non pas des utopies inconsistantes, et que des utopies sont facilement des dystopies, c'est pas facilement cauchemardesques, mais l'importance des initiatives populaires. Hein, et dans ce que vous avez dit, Isabelle, de Carbone 4, ben, il y a d'un côté les petits gestes individuels qui ne sont pas nuls. Hein. Par exemple, les changements d'alimentation, ça a des effets extrêmement importants. De l'autre, la gestion d'en haut, technocratique. Et puis, ce dont on ne parle pas, et ce qui, à mon avis, est la chose importante, c'est les initiatives collectives, individuelles. Et moi, c'est pour ça que je vous dis, il faut, tout le monde vous le dira, une transformation des formes de vie, mais pas simplement individuellement, collectivement. Ça s'ordonne pas, ça se commande pas. Donc, je pense que, quand je dis qu'il faut étudier pour voir ce qui se passe, je pense que beaucoup de choses se passent dans des actions collectives, et s'il y a de l'espoir, pour moi, il est de ce côté-là. Merci. Alors justement, dans votre livre, Le pire n'est pas sa fin, vous parlez beaucoup des thèses effondristes. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ces thèses d'effondristes vous semblent douteuses? Vous les avez décortiquées et je crois que vous parlez de société de l'incertitude. Alors, effectivement, il y a deux choses. L'idée d'un effondrement, tel qu'il est présenté par Cochet ou Pablo Servigne, et notre livre, c'est l'idée de tout d'un coup, hein, un effondrement global, simultané et complet. Et pourquoi? C'est la thèse qu'ils appellent la collapsologie, hein, c'est une science de l'effondrement, collapsus, c'est, disent-ils, que nous vivons dans un système de plus en plus complexe. Et un système de plus en plus complexe, disent-ils, est un système de plus en plus fragile. Comme ce système complexe et global, eh ben, il va s'effondrer. Alors, c'est ça qu'on critique, avec, disons, un premier argument qui est de surrationalité, c'est que ce qui caractérise la complexité, c'est justement l'impossibilité de prévoir. Ce qui est prévisible, c'est les causalités linéaires. Hein, si je lâche mes lunettes, mais quand vous avez des boucles de rétroaction, des montées extrêmement rapides avec des points des points d'inflexion, un système complexe, par définition, est imprévisible. Donc, dire à la fois, on va s'effondrer parce que le système est complexe, et dire, ben, cet effondrement est prévisible, c'est contradictoire. Et donc, il y a toute une étude de la complexité qui montre que la fragilité va de pair avec aussi des formes de résilience. Tout l'on l'a vu pour le Covid,
hein, la façon dont l'épidémie s'est répandue, c'était effectivement systémique. C'est la carte d'expansion de diffusion du Covid, c'est la carte des transports aériens. C'est le monde entier. On a vu aussi que tout ne peut pas effondrer, ne serait-ce que parce que bon, ces premiers qu'on a appelés les premiers sports privés, hein, ils ont tenu et que les services publics ont tenu grâce à eux. Donc, dire la fragilité, c'est pas dire l'effondrement. Merci. Il nous reste à peu près 3 minutes, Madame Larrey, avant que Stéphane Labranche intervienne. Alors justement, j'aimerais que vous reveniez sur, pardon, à la fin de votre ouvrage, vous dites qu'il faut compter sur les compétences politiques des citoyens et des citoyennes. Vous nous en avez un petit peu parlé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur pourquoi on arrive à cette conclusion-là? Parce que je vous dis, là aussi, bon, l'histoire que je vous ai présentée de appeler ça crise environnementale, enfin comme vous voulez, c'est une histoire qui est vue d'en haut. Mais ça manque d'une histoire qui n'est pas faite, une histoire vue d'en bas. Or, elle est extrêmement riche et le tort des visionnaires d'en haut, c'est de ne pas savoir tout ce que les gens font et toutes les compétences qu'ils montrent. Pour dire en un mot, hein, dans une réunion semblable à la vôtre, où j'ai vu en plénière intervenir, c'était le conseiller écologique du président Macron, qui a en gros expliqué qu'eux savaient tout, mais que bon, les gens étaient réticents, ils ne comprenaient rien, etc. Il s'est fait huer. Et visiblement, il n'a pas compris pourquoi on le huait. Mais je crois que c'est ça la compétence des gens, c'est-à-dire qu'ils n'attendent pas qu'on leur dise tout d'en haut, il se fait des choses qui sont à la fois des capacités politiques et des capacités d'organiser des formes de vie. Bien, très très grand merci à vous. Déjà, ça donne quelques éléments structurants, ça nous pose le cadre. Et depuis, on va voilà, continuer ce dialogue. Et vous entendez dans les collectifs, c'est fait exprès pour vous réveiller en fait, si vous entendez. Voilà. Et donc, voilà. Et donc, on cherchait avec le groupe national à avoir une approche plurielle. Et donc, d'abord, l'approche du philosophe, hein, on voit déjà tout l'apport de Catherine sur le sujet, et aussi l'approche d'un sociologue du climat, d'un politologue, d'un climatologue du changement, qui est Stéphane Labranche. Alors, on va Stéphane, est-ce que vous nous entendez? Oui. Je vais vous faire basculer. Voilà, Stéphane, c'est bon pour vous? Oui, très bien. Vous m'entendez? Je vous entends. Très bien. Voilà. Alors, voilà, bienvenue à vous. Alors, on sait que vous avez un temps très contraint, donc voilà, vous avez un photo jusqu'à midi 15 maximum, hein, c'est ça, j'avais noté. Mais là, déjà, qu'on rentre dans le dur, hein, parce que vous avez été contributeur hein, du 5e et du 6e rapport du GIEC. Vous avez été coordinateur scientifique du groupement d'experts internationaux sur les changements de comportement. Et donc, de fait, le GIEC a effectivement apporté son 6e rapport. Donc, c'est déjà l'impression que vous puissiez nous dire voilà, qu'est-ce qui est neuf ou qu'est-ce qui s'applique dans le 2e rapport. Puis aussi, j'entends qu'il y a aussi du neuf en termes de pistes d'avenir, de solutions. Alors, pourquoi ce chapitre sur les pistes d'avenir, les scénarios, et puis sur quoi ça porte? Alors, sur le dernier rapport du GIEC, je ne vous ferai pas de grand portrait, c'est pas réjouissant. J'ai lu, parce que je travaille dessus, le rapport aux décideurs, là, le résumé. Même moi qui suis là-dedans, quand je disais le rapport, en fait, j'en avais les larmes aux yeux tellement c'était pas drôle à lire, quoi. Donc, je ne veux pas trop insister là-dessus. Ce qui est clair sur les 6 rapports du GIEC, sur les 5 derniers, en fait, à partir du premier, c'est qu'à chaque rapport qui sort, on se retrouve avec notamment une certitude scientifique de plus en plus élevée qu'en fait, nous sommes la cause, nous, humains, avec nos activités du changement climatique. On est rendu à un niveau de pourcentage de certitude scientifique pour aller 99%. Je pense qu'un scientifique qui se respecte
respectera jamais jusqu'à 100%. Il y a toujours un petit doute à avoir quelque part. Ça nous maintient en forme intellectuellement. Mais ça, c'est une première chose. Deuxième aspect qu'on a vu, c'est qu'à chaque rapport qui sort, ça dit que le précédent n'était pas assez réaliste, c'est-à-dire pessimiste dans à la fois la vitesse des changements et aussi leur amplitude, leur profondeur, leur sévérité. Donc, encore là, globalement, pas très bien. Troisième élément que je trouve intéressant, c'est que, mais ça, c'est surtout à partir du 5e rapport, on a vu le GIEC tenter d'insérer plus de sciences sociales là-dedans, parce que c'est bien beau de dire comment les molécules dans l'atmosphère se comportent, sauf que si on ne comprend pas comment les humains se comportent, parce que nous les émettons, ces molécules, eh bien, on va avoir des difficultés à les stabiliser puis finalement les réduire. Donc, ce facteur humain devient de plus en plus important. Il est quand même plus ou moins bien abordé dans les différents volumes. Il n'est pas trop mal abordé dans les questions dans le deuxième volume sur l'adaptation, parce qu'on parle vraiment d'adaptation non seulement des systèmes biodiversité, des systèmes écologiques, mais aussi des sociétés humaines, des individus. Et dans le troisième volume qui lui porte sur l'atténuation. Il y a aussi toute une section sur les solutions. Alors, sur les solutions, bien entendu, on est dans les solutions habituelles, hein, c'est-à-dire que je pense que les gens dans la salle les comprennent bien, c'est diminuer ou abandonner carrément la voiture, devenir végétarien, faire de la rénovation énergétique des bâtiments, changer nos modes de production agricole et arrêter de déforester. Et c'est là que pour moi, les sciences du comportement arrivent. Et que peut-être que c'est là aussi un de nos objectifs avec le GIECO, c'est qu'en fait, quand on dit qu'il faut abandonner la voiture ou devenir végétarien, en fait, c'est un objectif, ce n'est pas une solution. Parce qu'en fait, demander à quelqu'un de devenir végétarien, c'est comme lui indiquer le sommet de l'iceberg, puis ensuite, en dessous, en fait, il y a tous les facteurs qui font que je deviens ou pas végétarien. Il y a tous les facteurs qui font que je vais diminuer jusqu'à un certain point l'utilisation de ma voiture ou que je vais faire ou pas la rénovation énergétique de mon bâtiment. Et là-dedans, en fait, on se retrouve avec des moteurs et des freins au changement de comportement qui doivent être abordés de manière multidisciplinaire, et non pas par les sciences de l'atmosphère, mais par les sciences du cerveau, de la tête, c'est-à-dire les sciences neurocognitives sur comment le cerveau fonctionne, allant jusqu'à la philosophie, bien entendu, parce que les philosophes réfléchissent aussi sur comment les humains et pourquoi les humains agissent de la manière qu'ils le font, en passant par les sciences politiques et la sociologie. Donc, moi, ce que je fais depuis 2003, en fait, c'est justement tenter de comprendre les freins, les moteurs au changement de comportement pour aller dans le sens soit du développement durable, j'ai abandonné la notion assez rapidement, la transition, on est en plein dedans, mais remplacer transition par effondrement, je ne suis pas sûr que ce soit un bon changement de terme non plus. On est d'accord. Et donc, comme terme. Donc, c'est pour ça. Pardon? Qu'est-ce que vous choisiriez-vous comme terme? Ça dépend de comment je me lève le matin. Parfois, je dirais une rupture. Rupture. Je ne pense pas qu'on soit capable de... Je ne pense pas qu'on va être capable de régler la crise de la biodiversité et du climat en restant dans une société fondée sur les énergies fossiles. Même en réduisant à 20 % je ne suis pas sûr que ce soit suffisant. Et vu que notre société, nos représentations sociales, nos valeurs, nos habitudes de consommation, de production, etc., sont fondées sur une énergie abondante et fossile, je ne sais pas comment on peut s'en tirer. Donc, les jours où je suis un peu plus pessimiste, je dirais plutôt rupture. Et les autres où j'essaie de ne pas trop faire peur aux gens ou à moi-même, je dirais plutôt transition ambitieuse. Voilà, je suis plutôt dans ce mode-là. Je voulais le rapport du GIEC pose des scénarios, des scénarios en termes de pollution, et de fait qu'il pose aussi des leviers, il pose des leviers ou des freins au changement. Oui, on parle en fait, on parle des leviers, on en parle de plusieurs dans le rapport du GIEC, mais ce n'est pas que le rapport du GIEC, c'est vrai pour la plupart des associations ou l'agence comme l'ADEME qui préconisent les leviers suivants, mais ils ne disent pas comment le faire en revanche, comment changer de valeur, passer des valeurs de consommation aux valeurs écolo ou de sobriété.
une sobriété voulue, apaisée, tout ce que vous voulez avec les autres termes positifs qu'on met pour faire passer la pilule que la plupart des gens ne veulent pas avaler de toute façon. Par quoi? Parce que la sobriété, ça renvoie beaucoup plus à du serrage de ceinture et du foutage de gueule. Je vous mets là des citations issues de mes recherches, d'accord? Et ensuite, il y a les politiques publiques. Et les politiques publiques, ben, il faut qu'elles soient intelligentes. Ça veut dire que si on fait que désolé, mais si on fait que du gros bourrinage en interdisant ci, en interdisant ça, on oublie en fait qu'il y a plusieurs motivations, qu'il y a des obstacles même au bon vouloir de changer, et que faire de l'imposition sans arrêt, ça ne peut mener qu'à des refus, des contestations, et souvent fondées. Donc, quand je veux dire politique publique intelligente, stratégique, je veux dire, si on peut mettre un peu de pression et des obligations là, mais en échange de quoi, il faut mettre aussi la capacité de changer. Donc, là, en ce moment, il y a le gros débat sur le changement du parc automobile. Si on veut interdire les voitures carbone à partir de 2035, il faut rendre possible les moyens, notamment pour les précaires, de changer leur voiture d'ici là. Parce que sinon, ça ne marchera pas. Et de fait, pour vous, qui étudiez les sciences du comportement et ce qui peut accompagner au changement, d'abord, qu'est-ce que vous pourriez dire sur le niveau de conscience de la société par rapport à cette crise, cette transition, cette rupture à vivre? Déjà, qu'est-ce que vous pouvez dire de la prise de conscience de la société et puis des changements de pratiques, des changements de pratiques, de ce qu'il y a à mettre en mouvement dans la société? Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce côté-là? En fait, je voudrais revenir à vos ateliers de ce matin. Apparemment, vous avez parlé des émotions. Donc, j'ai bien entendu la présentation de départ de tout à l'heure. Et c'est vrai que les émotions peuvent jouer un rôle, mais là où les sciences cognitives et la psychologie sur les émotions, etc., ne sont pas très fortes, c'est de tenter d'expliquer pourquoi parfois. Et là, je reviens, tu avais mentionné tout à l'heure la colère. La colère que les écolos ressentent au fait que ça ne change pas assez vite. De l'autre côté, il y a aussi la colère des gens qui se disent que, en fait, vous allez mettre de la pression pour que je ne puisse plus avoir la liberté de me consommer, de voyager, de faire mes loisirs. Donc, il y a l'autre colère aussi. C'est la même émotion, mais elle n'est pas exprimée pour les mêmes raisons. La peur, oui, on peut avoir peur de l'effondrement, mais on peut avoir peur de la perte de qualité de vie aussi, de la peur de la liberté, la peur pour l'avenir de mes enfants, non pas écologiquement, mais en termes professionnels. Et puis l'agacement. Vous avez déjà essayé de tenter de convaincre quelqu'un de devenir végétarien. Il n'y a rien de tel pour provoquer un agacement en face. Ça se passe plutôt mal. Et donc, en fait, l'agacement, la colère, la peur, etc., ça joue des rôles, mais chez certaines personnes, c'est pour aller dans la direction de la transition, quelle qu'elle soit, et pour d'autres, en fait, ça va dans le sens inverse. Mais il reste quand même une émotion de base que vous n'avez pas mentionné tout à l'heure, et c'est quand même l'amour. Il y a quand même pas mal de gens qui ont cet attachement pour la nature, qui fait que même si ce n'est pas rationnel, pour eux, il y a des choses qu'on ne fait simplement pas en raison de cet amour pour la nature. Et donc là, ça revient en fait remettre en cause des philosophes de l'environnement pour qui l'heuristique de la peur, quand il y en a, c'est d'autres, est importante, et pour dire peut-être que la peur n'est pas le meilleur outil. Et si c'est le cas, peut-être que la manière dont sont présentés les résultats des rapports du GIEC et la manière dont sont présentés la crise de biodiversité du climat par des associations environnementales n'est pas la meilleure. Parce que la peur peut provoquer de la fuite, des stratégies de déni, voire une contre-consommation, c'est-à-dire, voilà, en 2030, je ne pourrai plus prendre l'avion parce qu'en fait, ça va être interdit. Et donc, merde, je la prends le plus vite possible. Encore une fois, c'est une référence. Et donc, ce sont des jeunes qui ont envie de voyager. Et en fait, je comprends cette envie de voyager, de découvrir d'autres cultures. Je trouve ça génial. C'est une chose que j'aime beaucoup. Et si je ne peux pas le faire d'ici quelques années, puis que je vais devoir prendre 3 semaines pour arriver dans un autre pays, je vais rester chez moi. Et donc, je le fais tout de suite, quoi. Donc, moi, je suis plus vieux, j'ai eu le temps de faire le tour du monde, etc. Je peux me permettre de ne plus le faire trop tôt, mais je peux comprendre qu'à 25 ans, c'est une formation super importante au niveau du développement personnel, de la personnalité, de la compréhension du monde, de l'ouverture sur le monde pour comprendre que les autres ne font pas ce qu'on fait pour les mêmes raisons, ne font pas toujours les mêmes choses que nous. Pour moi, ça, c'est fondamental, mais comment on fait? Et donc, il y a tous ces éléments-là qui sont à mettre en œuvre. Et pour moi, c'est super important.
Ce qui est clair, en tout cas pour moi, depuis quelque temps, c'est que la peur n'est pas le meilleur outil. La peur n'est pas le meilleur outil. Non. Comme si on était passé face à la crise écologique et cette grande tradition du déni à l'impuissance. C'est ça, parce que ça, en fait, on a même on est en train de faire une analyse d'une grande enquête internationale, EDF Ipsos, et on a remarqué une augmentation du climato-scepticisme dans la plupart des pays. Et ce qu'on remarque, c'est pas toujours, ça dépend des pays, certains pays c'est plus fort que d'autres, mais ce qui est important, c'est qu'on arrive tout de suite, on se dit, ah, climato-scepticisme, c'est pour ça que les gens agissent moins. Moi, je serais plutôt partant pour dire que parce que les gens n'ont pas l'impression d'avoir un impact réel et qu'ils se sentent en état de quasi-angoisse, ben, on a plus tendance à dénier le problème, à nier le problème, plutôt qu'à l'assumer pour essayer de faire quelque chose. C'est extrêmement décourageant. Tu parlais de fatigue tout à l'heure. C'est extrêmement décourageant de penser qu'en fait, même moi, Stéphane Labranche, avec tout ce que je fais sur le climat, que je le fasse ou que je ne le fasse pas, je ne suis pas sûr que ça fasse une grande différence. Et donc, si ça ne fait pas de différence, pourquoi le faire? Dans mon cas, ce sont des motivations intrinsèques, c'est-à-dire qu'en fait, je déteste avoir une séparation trop grande entre mes valeurs de base et mes actions et mon travail. Ça me crée du mal-être. Donc, je fais du mieux pour fermer cette distance, mais pour d'autres personnes, c'est d'autres valeurs ou encore ce sont des motivations extrinsèques qui vont être plus importantes et qui ne joueront pas le même rôle. Oui, donc j'entends dans ce que vous dites à la fois de dire voilà, il faut quelque part pour vivre cette grande bifurcation, il faut à la fois changer de valeur. Alors ça, c'est ce que ensuite on met les mots qu'on souhaite, d'ailleurs, c'est ce changement de valeur, de sobriété, de simplicité, etc., etc. Mais vous dites le chemin pour vivre ce changement de valeur, il ne sera pas du côté de l'angoisse ou de la peur, mais il sera du côté de valeurs positives. Et vous avez donné une première qui serait du côté de l'amour, de la nature. Alors, peut-être, est-ce qu'il y a d'autres valeurs, enfin, est-ce qu'il y a d'autres chemins positifs, enfin, d'autres chemins, d'autres leviers pour vivre ce changement de manière positive? Oui, puis ça me ramène en fait à la question des émotions. Si on part d'une logique où il faut faire peur, où on a peur, alors qu'est-ce qu'on fait? On fait de la narration de scénarios catastrophistes. C'est-à-dire qu'en 2050, ça va être barbelé autour de l'Europe, etc., etc. Même un scénario de plus 3 degrés, on risque d'avoir des effets politiques et sociaux assez importants. À plus 4, je ne vous dis même pas. Mais en fait, jusqu'en 2018, environ 2019, il y a eu un tournant à partir de ces années-là. Les scénarios étaient très, très, très négatifs, l'effondrement, etc. Mais face à l'effondrement, on peut faire quoi? Ben, si on ne sent pas qu'on peut faire quelque chose, voilà. Ce qui est important pour moi dans cette idée, c'est que les scénarios présentés, catastrophistes, nous disent ce qu'il faut éviter. Ce qui est important, il faut savoir ce qu'il faut éviter. Si on ne sait pas qu'il faut éviter une voiture, on se fait frapper. Bon, voilà, ce n'est pas compliqué. En revanche, si on ne sait pas vers quoi aller, qui nous ferait plaisir, une société dans laquelle il ferait peut-être bon vivre en 2050, qui serait différente de celle-ci, mais qui aurait réussi la transition ou la rupture, alors, si on n'a pas cette image-là, comment on fait pour y aller? On ne peut pas. Le chemin du côté d'un récit politique, vers quoi aller? Ben, c'est ça. Et donc, ça, c'est le deuxième élément pour moi qui est super important, c'est de donner des scénarios vers lesquels on a envie d'aller. Mais attention, pour moi, c'est la deuxième chose importante quand même, c'est qu'un seul scénario ne fera pas l'affaire. Il faut donner une diversité importante de scénarios dans laquelle la transition aura été réussie et qui va en fait faire émerger des freins, des obstacles, des envies, des moteurs, des tendances différentes parce qu'en fait, il n'y a pas qu'un seul scénario possible de société, puis il n'y a pas un seul chemin possible pour y arriver non plus. Et en explorant cette diversité de scénarios, certaines personnes vont se reconnaître un peu plus dans certains scénarios que dans d'autres, mais ceux qui font de la politique publique, les associations environnementales qui font de la préconisation des campagnes, vont pouvoir aller dire OK, ça, on peut piocher là-dedans et ce scénario a l'air pas trop mal, ça a l'air plus réaliste, etc. Avoir une diversité de scénarios permet, troisième point, de mieux l'ancrer dans un territoire. Parce qu'un scénario national, c'est bien beau, mais ça va demeurer trop vague. Il faut l'ancrer dans un territoire parce que notamment si on commence dans un scénario comme celui-là, prendre des impacts du changement climatique en plus, l'adaptation, qui doit être territorialisé. Alors, ça veut dire que
oui, il va y avoir des points communs entre Paris, Lyon et Grenoble sur la manière d'arriver en 2050 à une transition. Mais il va y avoir des différences aussi. Pourquoi? Parce que les populations ne sont pas tout à fait les mêmes, parce que géographiquement et climatiquement et biologiquement, on n'est pas dans les mêmes régions. On n'a pas le même tissu économique et tout ça fait qu'il faut l'adapter. Donc, il y a peut-être des points communs, mais il y a de la diversité. De fait, dans ce que vous posez, enfin, voilà, on entend pluralité des scénarios. Enfin, pensez à un avenir désirable avec une pluralité de scénarios, oui, pas qu'un seul, mais de quel contexte-là, est-ce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles aujourd'hui? Quoi? Excusez-moi? Dans ce contexte-là, est-ce qu'il y a quand même quelques bonnes nouvelles? Ah, si. Des bonnes nouvelles, il y en a quand même. Quelques bonnes nouvelles. Oui, parce que je n'aime pas terminer non plus avec un truc qui a envie de nous faire flinguer, quoi. En fait, il y a des bonnes nouvelles, il y en a plusieurs. Moi, quand j'ai commencé à bosser là-dessus en 2005 et qu'on tentait de faire une politique publique quelque part, en fait, on ne savait pas trop ce qu'on faisait. On tentait le coup, puis on se disait, ouh, ça a marché. Ben, en fait, on n'avait plus de critères d'évaluation pour savoir si ça avait marché et encore moins pourquoi ça avait marché. Et quand ça n'avait pas marché, on n'était pas trop sûr non plus de comprendre ni pourquoi, ni comment. Ce n'est plus le cas dans plusieurs domaines maintenant. On a la vitesse d'apprentissage en termes de politique publique et en termes de compréhension sociologique, psychologique, sciences politiques sur les problèmes, les enjeux liés à la transition, sa mise en œuvre, ses refus, etc., ses motivations, on les comprend beaucoup mieux, on est plus efficace. Est-ce qu'on va assez vite? Non. Et il y a encore des domaines où on est très mauvais. En sciences sociales, sciences du comportement, sur les questions, par exemple, je vous donne juste la question du végétarisme et de l'alimentation avec la production agricole qui va avec. Si on a des milliers, voire des centaines de milliers d'articles dans le monde en psychologie de l'anorexie, de la boulimie, donc alimentation, on en a très peu en fait qui prennent en compte les aspects psychologiques de manger de la viande pour des raisons écolo. Et il en faut beaucoup plus de ça. Et donc, en matière de mobilité, on est bien parti. En matière d'alimentation, moins bien. En rénovation énergétique du bâtiment, qui est quand même des gros chantiers en France, on n'est pas très fort non plus, il faut l'admettre. Il y a 2, 3 personnes, dont un sociologue à Paris, Gaëtan Prispierre, qui connaît bien les questions. Mais un seul, ce n'est pas assez. Il faudrait être plus. Et dernier élément de positif là-dessus, c'est que ce que je disais tout à l'heure, à partir de 2018-2019, donc l'année, 1 an ou 2 avant le COVID, ont commencé à émerger des scénarios différents, des scénarios de mode de vie, et pas des scénarios simplement énergétiques qui nous disent combien de kilowattheures on va consommer en 2050, combien vont être carbonés, combien ne seront pas. Ce n'est pas un mode de vie, ça. On ne sait pas ce que ça veut dire en termes d'alimentation. Est-ce que je peux prendre une douche plutôt qu'un bain? Est-ce que je vais prendre… Bon, voilà. Et ces scénarios de mode de vie, c'est des narrations. Je considère que c'est de l'anticipation dans le sens littérature du CEM et non pas de la science-fiction, parce qu'il faut, pour moi, en tout cas sociologiquement et politiquement, que ça reste dans du faisable, du réaliste. C'est-à-dire qu'en 2050, même si on réussit la transition, ben, les gens d'aujourd'hui qui sont très confortables avec la société de consommation dans laquelle on vit, ne seront pas confortables, ils ne seront pas contents en 2050, mais tous les anxieux et anxieux d'aujourd'hui qui ne sont pas confortables dans notre société le seront en 2050. Donc, ça, il faut l'accepter. Alors, la dérive ou le danger, et c'est là aussi où on n'est pas encore suffisamment bon, il faut le dire, c'est qu'est-ce qu'on fait des inégalités là-dedans? On sait que des catastrophes, des chocs et des pressions augmentent les inégalités et que ça a des effets négatifs plus importants chez les plus précaires et en bas de la classe, etc., que chez les classes moyennes et les autres. Donc, ça, c'est le risque qu'il faut encore développer, c'est que dans ces scénarios-là, il va falloir être beaucoup plus explicite et réfléchi et intelligent sur les questions des inégalités. Je ne crois pas qu'on va résoudre la question des inégalités. Pardon? On vient voir aujourd'hui la question des inégalités. Franchement, on commence à être meilleur sur certains trucs, mais on n'est pas très bon en fait. Pour des raisons de méthode, pour des raisons d'accès au public, pour des raisons de questions. Moi, je sais qu'en tant que sociologue, quand j'essaye de parler des précaires, il faut que j'utilise des méthodes spécifiques pour aller recruter des gens, leur parler. On ne peut pas faire ça avec les méthodes classiques parce qu'ils répondent beaucoup moins que leur représentativité statistique dans une population, parce qu'en fait, ils ne veulent pas parler à un sociologue, tout simplement, parce qu'ils ne se sentent pas légitimes, parce que, etc., ils se méfient pour des bonnes raisons. Hein. Donc, comment on fait? Et donc, ça, il faut faire des efforts spécifiques. Heureusement qu'il y en a quelques-uns sociologues qui commencent à le faire plutôt bien, mais là aussi, hein, il y a une insuffisance de recherche qui fait que dans nos contributions à des préconisations de politique publique, on n'est pas aussi bon qu'on le devrait être sur ces questions-là.
un grand merci, parce que je crois que ça me pour nous. Et merci. Et merci pour votre bel accent québécois grenoblois. C'est très, très chouette. Il reste 2 minutes si vous avez une question. Alors justement, on va faire un premier jet de questions SMS pour que vous puissiez éventuellement réagir avant de nous quitter. Oui, parce que c'est dernièrement que nous quitter un peu plus tôt que prévu, surtout il y a un nouveau-né à la maison, je crois, ou deux. Enfin voilà, donc il nous reste 3 minutes avec vous. Du coup, vous pouvez choisir peut-être les questions SMS. Alors, je pense que pour certaines personnes, la transition écologique n'est pas forcément une priorité, car ils doivent d'abord essayer de vivre des fins de mois difficiles. Alors, pourquoi nous allons en vérité sur une écologie punitive? Pour nous, c'est ça. La première question qui pourrait se poser pour permettre la montée en puissance du changement, qu'est-ce qu'on veut garder dans cette nécessaire mutation de l'écologie? Là-dessus, un petit dernier? Je pense que c'est bien. C'est ça? Je me lance sur la première vague. Oui, on va remettre le son. Voilà. Oui, je vais me lancer en fait. Alors, sur la question de… Ça, c'est super intéressant, la question de l'écologie punitive, parce qu'on a des associations d'environnement qui poursuivent le gouvernement en justice pour manque d'action en matière de climat et de qualité de l'air. Le gouvernement a été jugé coupable de manque d'action en matière de qualité de l'air, est obligé maintenant de faire plus d'actions et va être obligé peut-être aussi de passer en mode politique obligatoire, ce qui va être considéré comme étant punitif parce que ça va forcer la vitesse de changement de véhicule. Donc, on se retrouve avec des drôles de boucles de rétroaction dans le domaine. Alors, mais ça soulève quand même la fin de boucler la fin de mois. C'est complètement vrai. Mais il y a autre chose aussi. Dans les enquêtes que j'ai menées, il y a quand même pas mal de précaires qui se soucient de l'environnement, qui se soucient de la population et qui ne font pas juste le dire. C'est-à-dire que quand on leur parle, ils ont un discours très construit, ils comprennent l'enjeu climatique, ils comprennent le lien entre énergie, etc. Et en même temps, ils se disent, ben, vu la situation, qu'est-ce que je peux faire? Donc, ils font leur chemin aussi. Moi, ce qui m'intéresse plus en tant que sociologue, ce n'est pas seulement le vie-prix, parce que j'ai rencontré des gens qui ont en fait le pognon pour le faire, mais pourquoi ils ne le font pas? Et en fait, le temps. Ils n'ont pas le temps. Ils ont un deuxième enfant. C'est trop compliqué pour aller chercher à la nounou, faire des courses le soir, etc. Donc, ils prennent leur voiture. Et ensuite, si on veut faire un barbecue végétarien, ben, ce n'est pas ça qui va convaincre les invités que c'est cool d'y aller, quoi. Et donc, il y a toujours plein de raisons différentes, autres que le prix, même si le prix, bien entendu, et le coût jouent un rôle important. Mais le dernier aussi, au-delà du coût, qu'il faut prendre en compte, c'est sûr, c'est en fait la difficulté de changer des habitudes cognitives. Une habitude, c'est là parce que le cerveau est paresseux, parce que c'est une manière pour lui d'être beaucoup plus efficace pour ses actions quotidiennes. Et là, on nous demande de sortir complètement de nos habitudes, de nos modes de vie et de les changer. Alors, certaines qu'on peut garder, bien entendu. On va continuer à se laver, mais prendre une douche plutôt qu'un bain. Il va falloir continuer à laver notre linge, mais pourquoi le mettre au sèche-linge si on peut l'étendre? L'étendre prend plus de temps. Si je vis dans un petit appartement, ça fait beaucoup de temps d'humidité. Et peut-être que ce n'est pas très bon pour la santé non plus, autant d'humidité. Donc, il faut ouvrir les fenêtres. Mais en hiver, faire ça, ça a un coût sur le confort thermique. Vous voyez à quel point ça peut devenir compliqué. Et avec l'augmentation du prix du gaz, moi, je me dis, bon, à ce moment-là, je ne vais pas chauffer mon eau sur le réchaud gaz. Je vais commencer par le mettre dans la bouilloire et ensuite le mettre dans le truc pour que ça aille plus vite. Si on commence vraiment à décortiquer toutes nos actions au quotidien à ce point-là, c'est un peu peut-être ce qu'il faut faire, ça devient ingérable pour le cerveau, une source d'angoisse. Mais là, c'est une émotion qui n'a pas été mentionnée tout à l'heure. Ce n'est pas de la peur, ce n'est pas de la colère, c'est carrément de l'angoisse d'avoir à trop faire et à trop faire d'efforts cognitifs et ne plus avoir ce « j'ai envie de me payer une série ».
Merci beaucoup, Stéphane Labranche. Du coup, on vous libère. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous et à une prochaine fois, sans doute. Bonne continuation. Avec plaisir. Bonne continuation. Alors peut-être, Catherine, c'est votre question. Alors, pour ce grand changement, qu'est-ce qu'on peut garder en fait? On peut garder les choses? Bien sûr, et je crois que c'est Bruno Latour qui est mort récemment et qu'on a un peu de mal à parler au passé. Donc, je vais parler encore au présent. C'est Bruno Latour. Il y a une présentation de la transition. Alors, on peut faire transition, bifurcation, bon, peu importe. Mais qui va être très juste. Il dit, bon, il y a la terre dont nous vivons et la terre où nous vivons. La terre dont nous vivons, c'est tout ce qu'il nous faut pour nous habiller, pour manger, pour nous déplacer, ça vient de la terre entière. Et nous savons que pour un Européen, il en faudrait 4 terres. Hein. Pour un Américain, il en faudrait 7. Pour un Saoudien, il en faudrait 8, 9, 3. Donc, c'est pas... oui, encore. C'est pas possible. Et donc, ce qu'il nous faut, c'est de faire, dit-il, rentrer la terre dont nous vivons dans la terre où nous vivons, parce que nous vivons aussi sur terre, nous sommes des terriens, nous habitons quelque part, nous nous déplaçons, et pour comprendre comment passer de la terre dont nous vivons, qui est invivable, à la terre où nous vivons et où nous voulons continuer à vivre, pour ça, je lui ai dit, l'important c'est l'habitabilité du monde, eh bien, il faut justement, ce dont parlait Stéphane, il faut trouver ses attachements, faire un inventaire. C'est ce qu'il avait publié un article au moment du Covid en 2020, donc du genre juin 2020, et où il disait mais il faut faire l'inventaire. Et alors il donnait une liste de questions, ça me paraît très juste, en disant voilà, dans la vie que je mène, qu'est-ce que je veux garder, de quoi est-ce que je peux me passer, et est-ce que je n'en veux plus. Et ça me paraît très important pour voulez. Bon, c'est très bien de faire des scénarios, mais c'est assez lointain et abstrait. Si on reprend en considération notre vie, et si on se dit, bon ben voilà, je fais ça, oh, j'y tiens vraiment quand même. Ça, ben, non, c'est un peu idiot. Pourquoi, je ne sais pas moi, pourquoi je participe, j'achète pour le Black Friday, c'est pas idiot. Bon, je dis des choses qui, à mon avis, ne seront pas controversées. Il pourrait y avoir des controverses. Hein. Mais par contre, pouvoir avoir accès à une forêt ou à un parc vraiment boisé, ça, c'est important pour moi. Oui, bah, finalement, manger des fraises en hiver, à quoi ça sert? Donc, tout ce genre de choses qui disent, bon, il ne s'agit pas de changer complètement, il s'agit, je trouve la référence très forte, faire rentrer la terre dont nous vivons dans la terre où nous vivons. Et ça me paraît tout à fait juste. Alors, je ne sais pas, il y a d'autres questions. Il y en a une autre. Est-ce qu'on peut remettre le troisième? Non, c'est peut-être sur le politique? Non, il a bien répondu. C'est ça, je disais, plein de mois, bon, il a répondu pour l'immédiat. Et puis sur en fait, la pseudo-contradiction entre fin de mois et fin du monde, je crois que cet après-midi où on va parler des inégalités environnementales, ça me paraît tout à fait le moment pour aborder ça. Okay, non, c'est bon. Il ne s'agit pas de sacrifier les fins de mois pour raconter la fin du monde, ni d'oublier la fin du monde pour raconter les fins de mois. Merci Catherine Lara. On a les questions SMS continuent dans la journée. On a pris 3 questions là. On continuera sur la plénière de cet après-midi à partager des questions. Je voulais vous donner juste 2 infos pratiques. La première chose, on vous invite à vous inscrire aux ateliers qui vont démarrer cet après-midi, je crois, à 16h. Donc, à la sortie, on vous passe des crayons, il y a les programmes et tout ça. C'est important que vous puissiez choisir vos ateliers.
d'aujourd'hui et demain. Et puis, juste une info, voilà, ici, pour déjeuner, c'est un self. Et parfois, ça bouchonne. Et donc, je vais nous inviter collectivement, je ne sais pas trop comment, il faudrait qu'on fasse 2 groupes. Peut-être un groupe affamé qui va aller manger à 12h30 et un groupe moins affamé qui mangera plutôt vers 13h. Voilà, 12h55, 13h.